Pourquoi un homme se laisse-t-il emporter par l'amour, et ce qui l'amène à s'engager profondément dans une relation? Est-ce une question de compatibilité, de timing, ou existe-t-il un secret caché dans les profondeurs de son cœur? Carl Jung, un psychologue visionnaire, a consacré sa vie à l'exploration des archétypes et des dynamiques humaines, des aspects de notre psyché qui souvent dictent nos comportements dans les relations. Grâce à ces théories, nous pouvons aujourd'hui mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains hommes s'ouvrent à l'amour avec une intensité inexplicable, et pourquoi d'autres restent à distance. Dans cette vidéo, nous allons explorer les concepts de Jung pour percer les mystères du cœur masculin. Vous découvrirez comment les archétypes inconscients influencent le comportement des hommes dans leurs relations amoureuses, et comment comprendre ces influences peut vous aider à mieux naviguer dans vos propres relations. À travers cette exploration, vous apprendrez des clés pour vous connecter plus profondément avec ceux qui vous entourent, en particulier les hommes, et comment ces connaissances peuvent transformer votre approche de l'amour et des relations. Préparez-vous à une plongée fascinante dans les secrets du cœur masculin, où le pouvoir de l'autoconnaissance et de la compréhension psychologique ouvrira la voie à des relations plus épanouissantes. Dans ce premier chapitre, nous plongeons dans l'univers fascinant des archétypes définis par Carl Jung. Selon lui, les archétypes sont des modèles universels de comportement et de pensée profondément enracinés dans l'inconscient collectif. Ces archétypes influencent nos relations, nos actions et notre perception de nous-mêmes et des autres. Les archétypes majeurs de Jung incluent des figures comme le héros, l'anima animus et la sombre. Chacun de ces archétypes représente une facette différente de l'humanité, une force symbolique qui influence nos comportements dans des situations particulières. Prenons l'exemple du héros. Cet archétype représente le courage, la quête et l'aspiration à dépasser des obstacles. Lorsque cet archétype est prédominant dans une relation, il peut se traduire par une recherche de protection ou de sauvetage. Une personne qui porte l'archétype du héros peut être attirée par des partenaires qui ont besoin de son aide ou qui l'admirent. Cependant, ce besoin de se sentir utile peut aussi créer un déséquilibre, où l'un des partenaires se sent toujours dans la position de sauveur, et l'autre comme un sauvé. De l'autre côté, nous avons l'anima et l'animus, les archétypes de l'âme féminine et masculine, respectivement. Ces archétypes reflètent nos projections inconscientes sur l'autre sexe. L'anima est la représentation de la féminité intérieure chez l'homme, tandis que l'animus est la représentation de la masculinité intérieure chez la femme. Ces figures influencent la manière dont nous percevons l'autre sexe, et par extension, nos relations amoureuses. Par exemple, un homme qui est très en contact avec son anima pourrait rechercher une relation avec une femme qui incarne ses propres qualités féminines intérieures, qu'il cherche à intégrer. Un autre archétype fondamental est la sombre. Il représente les aspects refoulés et souvent inacceptables de notre personnalité. Dans le cadre des relations, l'archétype de la sombre peut se manifester par des comportements destructeurs ou des conflits internes qui affectent notre capacité à être en harmonie avec les autres. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas pleinement intégré sa sombre pourrait projeter ses propres peurs et insécurités sur son partenaire, créant ainsi des tensions inutiles. Ces archétypes influencent non seulement nos perceptions et attentes des relations, mais aussi notre capacité à nous engager de manière authentique et équilibrée. En reconnaissant ces archétypes en nous et dans nos partenaires, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi certaines relations fonctionnent mieux que d'autres, et comment les dynamiques inconscientes influencent nos choix émotionnels et comportementaux. Exemple pratique, imaginons une relation où l'un des partenaires joue constamment le rôle du héros, cherchant à protéger l'autre. Au début, cela peut sembler flatteur, mais à long terme, cela peut entraîner un déséquilibre où l'un se sent constamment dans une position d'infériorité, tandis que l'autre se sent épuisé par la pression d'être toujours le sauveur. Reconnaître cette dynamique permet aux deux partenaires de se libérer des rôles imposés et d'instaurer une relation plus équilibrée. En fin de compte, comprendre ces archétypes et leur influence sur nos comportements nous permet non seulement de mieux comprendre nos relations, mais aussi de mieux comprendre qui nous sommes vraiment. Cette prise de conscience peut être le premier pas vers une relation plus saine et plus profonde. Dans ce chapitre, nous allons explorer l'un des aspects les plus fascinants des relations humaines, le silence. Parfois, l'absence de mots peut avoir plus de pouvoir que la parole elle-même. Jung croyait que le silence n'était pas simplement une absence de communication verbale, mais qu'il pouvait être le reflet de conflits intérieurs non résolus, de peur ou de stratégies de défense. Selon lui, lorsque nous restons silencieux, nous laissons parler notre inconscient, nos angoisses ou nos besoins refoulés. Le silence dans les relations peut prendre plusieurs formes, il peut être un moyen de protéger notre ego, de manipuler émotionnellement, ou même un mécanisme de défense pour éviter la confrontation. Il est souvent interprété comme une manière de se retirer de l'interaction, d'éviter la vulnérabilité, ou d'éviter de traiter des sujets qui sont douloureux ou inconfortables. Prenons un exemple, une personne qui se retire dans le silence lorsqu'un sujet difficile est abordé. Ce silence émotionnel peut être perçu comme un refus de communiquer, ou même comme une forme de rejet. Mais, selon Jung, ce silence peut avoir des racines profondes dans l'inconscient de la personne, où elle a appris, peut-être inconsciemment,
à éviter les conflits pour se protéger de la douleur émotionnelle. La psychologie jungienne explique également que ce silence peut être lié à des projections de la sombre. Lorsque nous refusons de communiquer nos véritables sentiments, nous projetons souvent nos peurs et insécurités sur les autres, créant des malentendus et des tensions. Cela peut conduire à des comportements destructeurs, comme l'évitement ou l'indifférence, qui finissent par nuire à la relation. En outre, le manque de communication peut également être un moyen de manipulation émotionnelle. Par exemple, certaines personnes utilisent le silence comme une forme de punition ou de contrôle, en espérant que leur partenaire viendra vers elles, cherchant à comprendre ce qui ne va pas. Ce type de silence, bien que souvent inconscient, peut nuire gravement à la relation, car il empêche l'expression authentique des besoins et des émotions. Il est essentiel de comprendre que la communication dans une relation ne se limite pas seulement aux mots. Le silence a une signification profonde, et il est souvent la clé pour comprendre ce qui se passe à un niveau plus profond. Jung nous invite à reconnaître ce silence, non comme une absence, mais comme un message à décoder. Exemple pratique, imaginez un couple dans lequel l'un des partenaires a l'habitude de se retirer dans le silence dès que des tensions apparaissent. Plutôt que de supposer que l'autre est simplement froid ou désintéressé, comprendre que ce silence peut être une tentative de se protéger d'une douleur émotionnelle non exprimée permet d'ouvrir la voie à une communication plus saine. En créant un espace sûr où l'expression des émotions est encouragée, le couple peut briser ce cercle vicieux du silence et de l'incompréhension. Finalement, Jung nous apprend que la clé pour surmonter le silence toxique dans une relation est de prendre conscience de ce qui se cache derrière ce silence. En pratiquant l'introspection et en encourageant une communication ouverte et honnête, nous pouvons créer des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Dans ce chapitre, nous allons explorer un thème qui touche de plus en plus de personnes, vivre seul. L'indépendance émotionnelle et la capacité de vivre sans dépendre constamment des autres pour son bonheur sont des concepts essentiels dans la psychologie de Jung. Selon lui, pour être capable de créer des relations authentiques et épanouissantes, il est crucial de se connaître soi-même avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Vivre seul n'est pas synonyme de solitude ou d'isolement. Au contraire, Jung voyait dans la solitude un espace précieux pour le développement personnel et l'introspection. Lorsqu'une personne choisit de vivre seule, elle se donne l'opportunité de se confronter à ses propres pensées, émotions et désirs sans les distractions extérieures. Cette période de retraite peut être le moment idéal pour apprendre à mieux se connaître, à guérir des blessures passées et à se préparer à des relations plus saines. L'un des concepts les plus importants dans la psychologie jungienne est celui de l'indépendance émotionnelle. Une personne indépendante émotionnellement est capable de vivre pleinement sans avoir besoin de validation constante de l'extérieur. Jung expliquait que cette indépendance est essentielle pour se sentir complet en soi-même avant de pouvoir s'engager dans une relation équilibrée. Lorsque nous sommes complets en nous-mêmes, nous attirons des relations basées sur le respect mutuel et l'authenticité, plutôt que sur la dépendance ou le besoin de combler un vide intérieur. Cependant, vivre seul présente aussi des défis. Il peut être difficile de s'adapter à cette nouvelle forme de vie, surtout après une période de dépendance affective ou d'engagement dans une relation. Le défi principal est de ne pas se laisser envahir par la solitude ou la nostalgie, en particulier lorsque la société valorise les relations de couple et l'union. Cependant, Jung soutenait que la solitude choisie est différente de la solitude imposée. La première est une voie vers la réalisation de soi, tandis que la seconde peut être perçue comme une perte ou une privation. Vivre seul peut aussi amener à remettre en question nos attentes et idées préconçues sur les relations. Au lieu de chercher quelqu'un pour combler un vide ou pour fuir l'inconfort intérieur, nous apprenons à apprécier notre propre compagnie, à nourrir nos passions et à nous épanouir indépendamment des autres. Exemple pratique, imaginons quelqu'un qui vient de se séparer d'une relation longue et qui choisit de vivre seul pendant un certain temps. Plutôt que de se précipiter dans une nouvelle relation pour éviter la douleur ou le vide, cette personne choisit d'utiliser ce temps pour se reconnecter avec ses passions, explorer ses intérêts et prendre soin de sa santé mentale. Cette période de solitude peut non seulement guérir les blessures passées, mais aussi lui offrir une perspective nouvelle sur ce qu'elle cherche réellement dans une relation future. En fin de compte, vivre seul n'est pas un échec, mais une opportunité de se reconstruire et de grandir. Jung disait que l'indépendance émotionnelle est une base essentielle pour tous les types de relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Il est donc important de ne pas voir la solitude comme une forme de manque, mais plutôt comme une chance de se trouver soi-même avant de pouvoir se donner pleinement aux autres. Dans ce chapitre, nous explorons l'un des aspects les plus puissants des relations humaines, l'estime de soi. Selon Carl Jung, l'estime de soi n'est pas simplement une question de positivité superficielle, mais un processus profond d'acceptation de soi. C'est l'un des fondements essentiels de notre bien-être émotionnel et de notre capacité à nous engager dans des relations saines et équilibrées. L'estime de soi, selon Jung, est indissociable de l'intégration de la sombre, cette partie de nous que nous avons tendance à rejeter ou à refouler. En acceptant nos faiblesses, nos imperfections et nos peurs,
nous parvenons à créer une harmonie intérieure qui se reflète dans nos interactions avec les autres. Lorsque nous sommes à l'aise avec qui nous sommes, nous devenons naturellement plus attractifs, non pas à cause de ce que nous montrons, mais à cause de cette authenticité que nous dégageons. L'un des concepts clés de Jung est celui de la complétude. Il croyait que pour être en paix avec nous-mêmes, nous devons accepter tous les aspects de notre personnalité, même ceux qui sont souvent perçus comme des défauts ou des faiblesses. Lorsque nous sommes capables d'embrasser notre sombre, nous devenons plus entiers, ce qui nous permet de créer des relations plus profondes et plus authentiques. L'estime de soi, donc, n'est pas seulement le fait de se trouver beau ou talentueux, mais la capacité à accepter notre imperfection avec grâce et amour. Dans le contexte des relations amoureuses, l'estime de soi joue un rôle crucial. Une personne ayant une estime de soi faible est souvent attirée par des relations où elle cherche à compenser ses manques. Elle pourrait se retrouver dans des dynamiques où elle cherche constamment à plaire ou à être validée par son partenaire, ce qui peut conduire à des relations déséquilibrées. Au contraire, une personne qui a une haute estime de soi est capable de donner dans la relation sans chercher à combler un vide émotionnel. Elle entre dans la relation avec l'intention de partager son amour et son énergie, plutôt que de chercher à combler un besoin de validation. Exemple pratique, imaginons une personne qui pendant des années a eu du mal à se sentir digne d'amour. Elle a souvent recherché des partenaires qui ne la traitaient pas bien, pensant qu'elle ne méritait pas mieux. Cependant, après avoir passé du temps à travailler sur son estime de soi, en acceptant ses imperfections, en apprenant à se donner de l'amour et en guérissant ses blessures émotionnelles, elle finit par attirer un partenaire qui la traite avec respect et affection. L'amour qu'elle a appris à se donner lui permet désormais d'avoir une relation saine et épanouissante. Ainsi, le secret pour devenir irrésistible n'est pas de jouer un rôle ou de changer notre apparence extérieure, mais d'être authentique et de nous accepter tels que nous sommes. Jung nous enseigne que l'amour de soi est la clé pour créer des relations basées sur la réciprocité, l'authenticité et le respect mutuel. Finalement, le développement de l'estime de soi est un voyage continu. Chaque étape de ce voyage nous rapproche un peu plus de notre véritable moi, et plus nous nous acceptons, plus nous pouvons attirer des relations qui sont réellement alignées avec nos besoins émotionnels et nos aspirations profondes. Dans ce chapitre, nous abordons une question qui a intrigué de nombreuses personnes à travers les âges: pourquoi certains hommes semblent-ils ignorer ou se distancer émotionnellement des femmes, même lorsqu'ils sont attirés ou intéressés par elles? Pour comprendre ce phénomène, nous devons plonger dans la psychologie de l'ego masculin selon Carl Jung. Jung croyait que l'ego, cette partie consciente de notre psyché, est profondément liée à nos perceptions et à nos comportements dans les relations. L'ego masculin, souvent alimenté par des idéaux sociaux de force et d'indépendance, peut parfois être en conflit avec les émotions profondes, rendant difficile pour certains hommes de s'engager pleinement dans une relation. L'ego chez l'homme est souvent façonné par la société et les attentes culturelles. Un homme qui se sent vulnérable ou qui a peur de perdre sa puissance émotionnelle pourrait se retirer ou ignorer sa partenaire comme un mécanisme de défense. Ce comportement peut sembler cruel ou insensible, mais il est souvent le résultat d'un combat interne. Un homme peut craindre de paraître faible ou dépendant s'il s'ouvre émotionnellement, ce qui déclenche un mécanisme d'autoprotection. Selon Jung, l'anima, l'archétype féminin présent en chaque homme, joue également un rôle crucial dans ce phénomène. L'anima représente l'âme féminine intérieure et peut influencer l'attitude d'un homme envers les femmes. Si l'anima est refoulée ou mal comprise, cela peut conduire à des comportements de rejet ou de désengagement émotionnel envers les femmes réelles, même si l'attirance est présente. Le mécanisme de défense que certains hommes utilisent pour ignorer ou se distancer est souvent lié à des peurs profondes de l'intimité et de la vulnérabilité. Par exemple, un homme peut avoir peur d'être rejeté ou de perdre son indépendance dans la relation. Ce comportement peut aussi être lié à des blessures émotionnelles passées, comme une trahison ou un abandon, qui ont façonné sa façon de gérer les relations amoureuses. Il est important de comprendre que l'ignorance ou la distanciation émotionnelle n'est pas nécessairement un rejet de l'autre personne, mais un reflet d'une peur interne ou d'un conflit non résolu dans la psyché masculine. Reconnaître ce phénomène peut aider les femmes à comprendre que le problème ne réside pas nécessairement en elles, mais dans les dynamiques profondes de l'ego masculin. Exemple pratique, imaginons une femme qui rencontre un homme qui semble très attiré par elle, mais qui se retire dès qu'une relation plus intime semble se profiler. Plutôt que de se sentir rejetée ou insuffisante, elle pourrait reconnaître que son comportement reflète un conflit intérieur lié à son ego et à ses peurs. En comprenant cela, elle pourrait créer un espace de communication ouverte et donner à l'homme le temps et l'espace nécessaires pour surmonter ses peurs et s'engager émotionnellement. Finalement, la clé pour comprendre pourquoi certains hommes semblent ignorer les femmes réside dans la compréhension des dynamiques de l'ego masculin. Jung nous enseigne que, pour qu'un homme s'ouvre véritablement et se connecte émotionnellement, il doit d'abord faire face à ses propres peurs et accepter l'aspect de sa propre anima. Ce travail d'introspection peut non seulement améliorer ses relations, mais aussi permettre une évolution personnelle profonde. Dans ce chapitre, nous allons explorer l'importance de la solidité intérieure et de la solidité émotionnelle. Deux éléments fondamentaux pour toute croissance personnelle.
Contrairement à la façon dont la société perçoit souvent la solitude comme une forme de souffrance, Carl Jung nous enseigne que la solitude choisie peut en réalité être une des plus grandes forces pour l'individu. Jung considérait la solitude comme un moment de rétrospection et d'introspection, un espace où l'on peut se reconnecter avec notre propre essence intérieure. La solitude n'est pas seulement une absence d'interaction sociale, mais un espace fertile pour la réflexion personnelle et la réconciliation intérieure. C'est dans ces moments de solitude que nous avons l'opportunité de découvrir nos désirs, nos besoins et nos aspirations profondes. La réalisation de soi est un voyage qui nécessite parfois de prendre du recul et de se retirer du monde extérieur. Une des idées clés de Jung est que pour nous comprendre réellement, nous devons faire face à notre propre sombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à éviter ou à refouler. La solitude nous offre la possibilité de regarder cette sombre en face, de l'accepter et de l'intégrer dans notre être. Cela nous permet de guérir, de grandir et de développer une force intérieure. Cependant, la solitude n'est pas simplement une question de se retirer du monde, mais plutôt de trouver un équilibre entre être seul et être en relation avec les autres. Jung nous enseigne que la solitude permet de renforcer notre capacité à nous connecter de manière authentique avec autrui, car elle nous permet de mieux nous connaître. En étant pleinement conscients de nos propres besoins et désirs, nous pouvons créer des relations basées sur l'harmonie et la complémentarité, plutôt que sur la dépendance ou le besoin de validation externe. De plus, la solitude n'est pas seulement bénéfique pour notre développement personnel, mais elle peut également nous offrir la clarté nécessaire pour faire face à des situations de vie complexes. Elle permet de trouver des solutions créatives à nos problèmes en étant en harmonie avec nous-mêmes, loin des distractions et des influences extérieures. Elle devient ainsi une véritable source de force intérieure et de clarté mentale. Exemple pratique, imaginons une personne qui traverse une période de transition dans sa vie, comme une rupture ou un changement de carrière. Plutôt que de se précipiter pour combler le vide avec de nouvelles relations ou de nouvelles activités, cette personne choisit de passer du temps seule, d'explorer ses pensées et ses émotions, et de se concentrer sur son bien-être intérieur. Ce temps de solitude devient un moment clé de son développement personnel, lui permettant de comprendre ses besoins profonds et de s'engager dans une nouvelle direction avec plus de confiance. En fin de compte, la solitude choisie n'est pas une forme de souffrance, mais un outil puissant de transformation personnelle. Jung nous invite à l'accepter comme une étape nécessaire de notre cheminement vers l'épanouissement et la réalisation de soi. Ce n'est qu'en étant à l'aise avec notre propre compagnie que nous pouvons créer des relations profondes, authentiques et épanouissantes avec les autres. Dans ce dernier chapitre, nous abordons un aspect essentiel mais souvent difficile des relations, savoir quand il est temps de partir. Mettre fin à une relation n'est jamais facile, mais Carl Jung nous offre des clés pour comprendre quand une relation n'est plus bénéfique et qu'il est nécessaire de se libérer. Jung croyait que, dans certaines situations, les relations peuvent devenir destructrices et que pour notre bien-être psychologique et émotionnel, il est important de reconnaître ces moments et de savoir quand s'en libérer. Dans son approche, il soulignait que l'ombre joue un rôle central dans la dynamique des relations. Si une personne reste dans une relation où elle ne peut plus se développer ou s'épanouir, cela peut être le signe qu'elle est attachée à des aspects refoulés ou inachevés de sa propre psyché. Une des raisons pour lesquelles il peut être difficile de quitter une relation est liée à la dépendance émotionnelle. Jung expliquait que les individus, lorsqu'ils n'ont pas encore pleinement intégré leurs propres besoins et désirs, peuvent être tentés de rester dans une relation qui ne leur apporte plus rien, mais qui leur offre un sentiment de sécurité émotionnelle ou de reconnaissance. Toutefois, ce confort est souvent illusoire et peut nous empêcher de grandir. Il existe aussi des relations où l'un des partenaires peut être pris au piège dans un rôle de sauveur ou de victime, des dynamiques où l'équilibre émotionnel et psychologique est perturbé. Parfois, rester dans de telles relations, même par compassion ou culpabilité, empêche l'un ou l'autre des partenaires de se développer pleinement. Jung suggérait que l'un des aspects les plus importants de la guérison personnelle est de reconnaître quand une relation n'est plus authentique ou nutritive et de savoir laisser partir ce qui ne sert plus notre évolution. Une autre dynamique qui rend difficile la décision de partir est liée à la peur de la solitude ou de l'échec. Beaucoup de personnes ont peur que quitter une relation signifie qu'elles échouent ou qu'elles sont incapables de trouver autre chose. Mais Jung enseignait que l'authenticité et la complétude personnelle passent par l'acceptation que parfois, l'amour doit être libéré pour que chacun puisse se réaliser pleinement. Exemple pratique, imaginons une personne qui est dans une relation depuis plusieurs années, mais qui commence à se sentir constamment épuisée émotionnellement et insatisfaite. Malgré ses efforts pour améliorer la situation, elle se rend compte qu'elle se perd dans cette relation. Plutôt que de continuer à s'accrocher par crainte de l'échec ou de la solitude, cette personne décide de se libérer. Elle reconnaît que laisser partir est en réalité un acte d'amour propre et de respect de soi-même, permettant à chacun de se réorienter vers des expériences de vie plus épanouissantes. Jung nous invite à prendre conscience de nos propres besoins et à avoir le courage de faire face à la réalité, même si cela signifie prendre la décision difficile de partir. Lâcher prise n'est pas un échec, mais un acte de guérison,
un moyen de se libérer des dépendances émotionnelles et de faire place à de nouvelles opportunités de croissance personnelle. En fin de compte, le processus de quitter une relation est un acte de réalisation de soi. En se libérant des relations destructrices, nous pouvons créer un espace pour accueillir de nouvelles connexions plus authentiques et plus équilibrées. Jung nous rappelle que pour aimer véritablement les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même et être capable de reconnaître ce qui est bon pour notre propre développement. Prêt à transformer vos relations? Abonnez-vous dès maintenant et plongez dans l'univers fascinant de la psychologie des relations.